Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici pour une conférence France Supply Chain, France Hydrogène autour de l'hydrogène. Alors la pro de l'hydrogène, c'est pas moi, c'est Valérie Bouillon-Delporte. Moi, je suis Valérie Macrez et je représente donc France Supply Chain. France Supply Chain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement la SLOG. Et notre mission, c'est d'aider les entreprises à transformer leur supply chain pour un monde durable. Et entre nous, on ose se l'avouer pour changer le monde autour de trois critères que sont les hommes, people, la planète et la performance, parce que c'est extrêmement important de garder la performance de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on regroupe à peu près 450 entreprises et écoles, ce qui représente, entreprises adhérentes, ce qui représente à peu près 4000 personnes, 4000 contacts qui œuvrent pour des supply chains durables et pour changer le monde. Et parmi les projets que nous portons, il y a aussi les projets de décarbonation de la supply chain et de la logistique, of course, et du transport. Et c'est dans ce cadre de la décarbonation du transport et de la logistique que nous nous sommes rapprochés de France Hydrogène sur la partie hydrogène. Merci Valérie. Donc France Hydrogène, donc Valérie Bouillon-Delporte, première vice-présidente de France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'Association nationale des industriels de l'hydrogène. Nous avons également 450 membres et nous couvrons l'ensemble de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire de la production de la molécule d'hydrogène jusqu'à son transport, sa distribution et ses usages. Les usages sont multiples, industriels, bâtiments, stationnaires, et également mobilité. Et dans la mobilité, l'hydrogène peut être utilisé du vélo jusqu'à l'avion et bien évidemment au sein du transport de marchandises et notamment le camion. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du camion électrique à hydrogène avec un certain nombre d'interventions. Donc on va partir du décryptage. Qu'est-ce que le camion hydrogène jusqu'à ses usages? Et pour vous démontrer que le camion hydrogène est déjà une réalité, nous avons demandé à plusieurs panélistes de nous parler des projets qu'ils déploient aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite par vous expliquer ce qu'est un camion hydrogène. Et je demande donc à Aurélie Deson, consultante au sein d'Éléments Énergie, du groupe ERM, de vous présenter un certain nombre de points clés qui vont vous décrypter un petit peu le camion hydrogène. Aurélie. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux qu'on a réalisés l'année dernière avec le groupe France Hydrogène Mobilité, qui est accompagné par Element Energy depuis sa création en 2013. Et je vais vous donner un aperçu des éléments qui sont présentés dans un livre blanc qui a été publié en février par France Hydrogène Mobilité. Bon, ce sera un aperçu rapide puisque ce document fait plus de 100 pages et bien sûr, il est disponible sur le site de France Hydrogène si vous voulez avoir plus de détails sur cette technologie. Très rapidement, pour qu'on soit tous alignés sur le sujet dont on parle et qu'on parle tous de la même technologie, un aperçu du camion électrique à hydrogène et de son fonctionnement. Ici, on parle d'un véhicule qui est équipé d'un réservoir qui contient de l'hydrogène sous forme gazeuse ou liquide. Cet hydrogène alimente ce qu'on appelle une pile à combustible qui le transforme d'une part en électricité, d'autre part en vapeur d'eau. L'électricité qui est ainsi produite alimente le moteur électrique du véhicule, ce qui permet de le faire fonctionner comme un camion électrique à batterie. Les seules émissions à l'échappement de ce véhicule sont des émissions de vapeur d'eau, donc pas de polluants atmosphériques, pas de gaz à effet de serre. Un aperçu ici des principaux avantages de cette technologie. On a parlé des avantages pour la décarbonation du transport routier. Pas de polluants atmosphériques, pas de polluants gaz à effet de serre à l'échappement, bien entendu en dehors du phénomène d'abrasion des pneumatiques et de l'usure des plaquettes de frein. Par ailleurs, on a des atouts opérationnels qui sont importants au niveau de l'autonomie du véhicule et au niveau du temps de recharge qu'on détaillera plus tard. Et enfin, l'hydrogène peut permettre de développer une indépendance énergétique puisque ce carburant peut être produit en France et en Europe à partir de sources d'électricité renouvelables et assurer une flexibilité du mix énergétique global en France. Un aperçu ici de l'autonomie qui peut être offerte par ce type de véhicule. Pour les premiers modèles qui sont déployés en ce moment et dans les années à venir, on est sur des autonomies de l'ordre à 400 à 800 km
qui devrait augmenter à 1000 km d'ici la fin de la décennie, d'après les annonces des constructeurs. Pour vous donner quelques éléments comparatifs avec des véhicules électriques à batterie, on est aujourd'hui plutôt sur du 200-300 km d'autonomie qui devrait augmenter à environ 500 dans la décennie. Par ailleurs, au niveau des temps de recharge, pour avoir une autonomie de trajet d'environ 500 km, on a ici un comparatif de ce qu'on a pour l'électrique à hydrogène en termes de temps de recharge. On est autour de 15 à 20 minutes. Pour de l'électrique à batterie, suivant le type de recharge qu'on choisit, que ce soit borne rapide ou borne lente, on va avoir des temps de recharge de l'ordre de plusieurs heures. Et je précise également que la durée de recharge que vous avez ici pour l'hydrogène est possible dans les conditions réglementaires actuelles, mais elles vont être amenées à fortement évoluer, et donc les flux de distribution de l'hydrogène vont pouvoir s'améliorer avec des vitesses de recharge qui vont être encore diminuées. Enfin, si on donne un aperçu ici de la complémentarité entre électrique à batterie et électrique à hydrogène, puisque l'idée n'est bien entendu pas de préconiser une seule de ces solutions, mais de déployer les deux en parallèle pour décarboner le plus efficacement possible le transport routier, on voit que, très grossièrement, l'électrique à hydrogène va être plus pertinent quand on a des longues distances qui sont parcourues et des consommations en carburant qui sont élevées, puisqu'il assure une autonomie plus importante. Également particulièrement pertinent quand on a besoin, dans le cadre de l'exploitation des véhicules, d'un temps de recharge court pour enchaîner plusieurs services. Alors normalement, à ce stade de la présentation, vous êtes tous convaincus que l'électrique à hydrogène a un fort potentiel pour décarboner vos flottes, et vous avez donc envie de savoir où est-ce que vous pouvez vous en procurer, quelle est l'offre des constructeurs. Donc je vais vous présenter un aperçu de la dynamique qui se met en place pour produire et développer des camions électriques à hydrogène en France et en Europe. On prévoit un déploiement de ces camions et un développement de la filière en 3 phases. Globalement, on est actuellement à la phase d'amorçage de la filière avec des premiers modèles qui sont déployés. On s'attend à très rapidement avoir des déploiements commerciaux plus conséquents et une atteinte de la maturité de la filière d'ici la fin de la décennie. Dans la phase d'amorçage de la filière, on voit des développements et des déploiements de premiers véhicules, notamment Hyundai en Suisse, le constructeur coréen qui a déployé plusieurs dizaines de véhicules qui ont parcouru en cumulé déjà plusieurs millions de kilomètres depuis leur mise en service. Par ailleurs, on a des projets qui se déploient en France et ailleurs en Europe, notamment le projet H2All avec Iveco et VDL qui déploient des véhicules. Je ne rentre pas dans les détails, ça vous sera présenté par les autres intervenants aujourd'hui. Les petites séries des véhicules devraient également arriver prochainement, d'ici le milieu de la décennie. On a notamment des projets de Iveco et Nikola qui avancent rapidement. On a des déploiements du constructeur Aisin qui sont prévus avec des annonces de plusieurs milliers de véhicules produits par an dans les prochaines années. Et enfin, d'autres grands constructeurs comme Daimler et Volvo qui se positionnent sur des véhicules qui devraient arriver plutôt vers la fin de la décennie 2027-2028. Des véhicules qui sont d'ores et déjà en test sur route. Par ailleurs, on a un certain nombre d'acteurs de la fabrication de ces camions qui se rendent compte de l'importance du déploiement en parallèle des camions et des infrastructures d'avitaillement de ces camions, et donc qui forment des alliances avec des énergéticiens qui vont produire et distribuer cet hydrogène. C'est notamment le cas de iTrucks, qui comprend l'énergéticien, entre autres Air Liquide, et de H2 Accelerate avec Shell, Total, OMV et Linde. Donc, ces alliances permettent de déployer des stations là où les camions sont déployés pour avoir plusieurs dizaines de stations et plusieurs milliers de camions d'ici la fin de la décennie. Désolée, j'ai quelques problèmes avec la... Voilà. Donc, on a vu qu'il y a un certain nombre de constructeurs qui travaillent sur ces camions, mais aujourd'hui, on a une demande qui est plus forte que l'offre qui est en train de se mettre en place pour les toutes prochaines années. Je parle de 2023-2024 notamment. Et on voit l'intérêt de développer en parallèle de ces offres de véhicules neufs des offres de rétrofit. Le rétrofit, ça consiste à enlever la partie chaîne de motorisation thermique qui est sur des véhicules qui ont une durée de vie de 5 ans ou plus et de remplacer ça par la chaîne de traction hydrogène, c'est-à-dire réservoir hydrogène, pile à combustible, moteur électrique. Et ça peut permettre d'avoir des déploiements plus rapides avec une réutilisation de véhicules thermiques qui, par exemple, ne pourraient plus circuler dans des zones à faible émission.
et avoir de la création d'économies et des cycles vertueux pour la réutilisation de ces camions. On a plusieurs constructeurs français qui se positionnent là-dessus, notamment Eneo, GCK Mobilité et Helico, dont vous voyez les logos ici et dont vous pourrez avoir les détails dans le livre blanc. J'en parle très rapidement. Bien entendu, c'est important de déployer les stations en parallèle des véhicules, comme on le disait à l'instant. Et l'Europe a prévu de imposer aux États membres un plan de déploiement de ces infrastructures. Le texte doit encore être voté, mais un accord a été atteint entre les différentes institutions pour imposer un déploiement à horizon 2030 d'une station sur le réseau principal de transport européen tous les 200 km. Et une au moins dans chaque nœud urbain. Et ces stations seraient de minimum 1 tonne d'hydrogène par jour. Alors 1 tonne d'hydrogène par jour, à titre indicatif, ça peut permettre d'alimenter 25 camions qui parcourraient 500 km chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment construire un projet de déploiement de camions électriques à hydrogène en France et en Europe, puisque ce sera bien développé par tous les intervenants qui vont venir après moi. Mais vous pouvez retrouver un certain nombre d'études de cas sur les projets qui se mettent en place en France et en Europe dans le livre blanc du camion électrique à hydrogène. Par ailleurs, on a également un suivi de tous ces projets par France Hydrogène Mobilité, avec une cartographie qui est mise à jour régulièrement sur le site. Et enfin, pour conclure, si on peut peut-être lister 3 points clés aujourd'hui pour déployer des camions électriques à hydrogène. Le premier serait de réunir des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il est très important que les transporteurs travaillent en collaboration encore intensifiée avec leurs chargeurs, mais aussi avec des acteurs du transport, de la distribution et de la production de l'hydrogène. Par ailleurs, bien entendu, il faut tâcher d'optimiser les coûts totaux de possession de ces véhicules en optimisant par exemple les flux qui vont être sélectionnés pour déployer ces camions et par l'obtention de subventions. Et enfin, il faut anticiper les calendriers qui sont inhérents à tout type de projet innovant, et notamment sur le plan des délais de déploiement des stations qui doivent être anticipés en parallèle du déploiement des véhicules. Je vous remercie et je vous invite à consulter pour plus de détails le livre blanc qui est disponible sur le site de France Hydrogène Mobilité. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur le site France Hydrogène, ce document est aussi disponible sur le site de France Supply Chain. On va passer à la présentation suivante. C'est vous qui... Hop, voilà. Donc, Aurélie a rapidement abordé le problème des infrastructures. Nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ça tombe bien, puisque la réglementation est en cours d'examen. Enfin, les pays membres sont tombés d'accord sur les distances entre les stations, sur la taille minimale des stations. Alors, ce sont les textes. C'est une obligation minimale pour les pays. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent se contenter du minimum. Parce que si c'était le minimal, on aurait un peu moins de 70 stations pour les poids lourds en France. Mais je vais partager avec vous les résultats d'une étude de modélisation. Nous avons, côté France Hydrogène, regardé quelle serait la taille et le nombre de stations à disposer sur le territoire français pour servir un parc de camions hydrogène. Et nous sommes basés pour identifier le parc sur un certain nombre de données qui viennent soit de la PFA, soit d'une étude réalisée avec Solutrans et la Fédération française de la carrosserie qui s'appelle Visionnaire. Donc, cette étude porte sur à la fois les véhicules utilitaires légers pour le transport de marchandises et également sur les véhicules lourds, bien évidemment, également pour le transport de marchandises. On n'a pas traité les bus, on n'a pas traité non plus tout ce qui était véhicules particuliers dans le cadre de cette étude, ça viendra après. On s'est fixé un objectif 2030, donc on va se focaliser sur ce jalon-là pour le camion. Et puis, c'est vraiment de se dire où devraient être les stations. Ce n'est pas une localisation exacte. Donc, si jamais vous avez des projets de stations hydrogène et que vous ne retrouvez pas sur cette carte au kilomètre près, c'est normal, puisque
C'est une localisation dans un rayon de 20 km et on a pris un certain nombre de partis pris et de contraintes. La première, c'est on a optimisé les zones, on a optimisé les tailles de stations pour arriver quand même à une équation, pour permettre à terme une équation prix intéressante. Plus la station est petite, plus le prix du kilo de l'hydrogène est cher. Donc on est parti notamment sur les camions sur des tailles de stations assez conséquentes. On a visé uniquement les flottes de professionnels. Pour les véhicules utilitaires légers, on est allé jusqu'à l'examen des zones à faible émission. Et enfin, dans le cadre aussi de cette réglementation européenne qui impose des stations sur les corridors TEN-T, Trans-European Network for Transport, on s'est focalisé aussi sur la couverture de ces corridors dans un premier temps. Donc, ça, c'est le schéma global. Cette étude de modélisation se fait en 3 phases. Je vous partage aujourd'hui les résultats de la phase 1. On va, bien entendu, en ce moment, nous sommes en train de confronter les localisations que nous avons identifiées avec les projets qui ont déjà été initiés et avec les projets qui sont en cours, soit de financement, soit de construction. L'objectif étant, dans une phase 3, de remonter une carte qui tient compte aussi de la réalité et du retour des acteurs. Comment on a modélisé? Donc, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. On est parti d'hypothèses de parc roulant du véhicule hydrogène. Donc, comme je vous l'ai dit, ces hypothèses-là viennent de la plateforme de la filière automobile, où vous retrouvez les constructeurs, mais également d'une étude commune sur le camion et sur les powertrains alternatifs réalisés dans le cadre de Solutrans, une étude qui s'appelle Visionnaire et qui sera réactualisée cette année. La dernière date de fin 2021. On s'est basé aussi sur le parc roulant, donc des sources existent, parc roulant de camions, ce qui nous a donné bien évidemment des hypothèses. Ce sont des hypothèses, donc elles sont forcément fausses, mais des hypothèses pour l'horizon 2030, mais basées sur des données qui existent. Kilométrage annuel des véhicules, notamment pour le transport de marchandises, ce qui nous a permis d'avoir un parc roulant avec un kilomètre moyen pour pouvoir dimensionner les stations au niveau des points de localisation et d'avoir une estimation de la demande d'hydrogène. Ce qui nous a permis ensuite de pouvoir à la fois choisir la taille des stations et le meilleur emplacement possible. Alors, je ne sais pas. C'est pas bon. Voilà. Les hypothèses. Alors, on a fait la même analyse sur 2026, mais le parc en 2026, c'est beaucoup plus petit. Donc, il nous a semblé plus pertinent aujourd'hui de vous montrer l'objectif à 2030. On a estimé en 2030 qu'on aura en parc circulant un peu moins de 12 000 poids lourds qui circuleront en France. Nous avons intégré que des camions supérieurs à 16 tonnes. Nous avons estimé qu'en dessous de 16 tonnes, d'autres solutions alternatives existent, notamment le camion électrique à batterie, des porteurs, des tracteurs. Une partie seront des camions en transit, donc un peu plus de 40% des camions seront en transit. Et nous avons quand même pas mal focalisé sur les gros corridors de transport. Au niveau des stations, si on laisse le modèle tourner tout seul, vous arrivez avec des énormes stations en plein centre-ville. Donc ça, on l'a sorti du modèle, on a posé un certain nombre de contraintes. On a pris en compte la réglementation AFIR. Alors on était parti sur la réglementation AFIR dans son hypothèse la plus ambitieuse, un espacement tous les 100 km. Nous sommes à 200 km aujourd'hui. Et puis avec une consommation qu'on a moyennée sur 5 jours. Voilà ce que ça donne en termes de spatialisation à l'horizon 2030. Donc, au total, pour le poids lourd, pour couvrir un parc d'à peu près 12 000 véhicules, on peut arriver à répondre aux besoins avec 168 stations intelligemment réparties sur le territoire. Alors, c'est des stations qui sont quand même d'assez grosse capacité, puisque si on tient compte des différentes données, on aura quand même près de 70 stations de plus de 4 tonnes jour. Donc c'est quand même des grosses stations.
On peut aussi avoir des stations de taille intermédiaire, 2 tonnes jour, et puis encore une majorité de stations qui seront au-dessus de la tonne. Là aussi, en fonction des usages et en fonction du retour terrain, on aura très certainement une répartition des stations un petit peu différente en termes de tonnes délivrées par jour. Si on compare entre 2026 et 2030, je vous ai dit qu'on a fait l'exercice sur 2026. En 2026, il faut 36 stations. On les voit principalement sur un axe nord-sud sur le corridor TEN-T. En 2030, on commence à mailler le territoire de façon beaucoup plus large et à le répartir sur les différents points, centres logistiques et flux de marchandises qu'on a identifiés. Donc on voit qu'en 2030, on peut se permettre de répondre à un transport de marchandises par camion hydrogène de façon quand même assez soutenue. Là, on a fait donc une comparaison avec la réglementation AFIR sur la base d'une station tous les 100 km. La bonne nouvelle, c'était qu'on correspondait complètement aux exigences de la réglementation. Comme la réglementation, c'est un petit peu desserré, puisqu'on est sur une distance de 200 km, on est vraiment tout à fait dans l'épure des textes réglementaires. On a testé le modèle aussi sur certaines régions. Donc là, vous voyez un petit peu la répartition des stations sur un territoire qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec quand même un certain nombre de stations 4 tonnes au nord de Lyon, autour de Lyon, au sud de Lyon, et puis sur les axes autoroutiers qui amènent notamment vers l'Italie. Et enfin, bien évidemment, il n'y a pas que des camions hydrogène, il y a aussi des véhicules hydrogène légers pour les usages professionnels, que ce soit des véhicules utilitaires ou des taxis. Et là, quand on combine les stations, on arrivera à l'horizon 2030 à 915 stations pour couvrir le territoire français. On a estimé, côté véhicules légers pour des usages professionnels, un parc de 341 000 véhicules. Donc pour ces 341 000 véhicules et pour les 11 700 stations, cette couverture-là suffira à répondre aux besoins en offrant une densité, une qualité de service très largement suffisante pour l'usage des professionnels. Merci. On va passer à la table ronde. Donc, je vais appeler les panélistes. Pierre Joncheret, donc chef de programme transition énergétique et décarbonation pour DB Schenker. Vous nous parlerez du projet D-Beauty. Benjamin Fèvre, chargé de mission innovation et filière hydrogène pour l'Agence régionale de développement économique région Occitanie pour le projet Corridor H2. Erwin Penfornis, donc vice-président de la branche Monde Activité Hydrogène chez Air Liquide. Sur le projet plutôt Ayamed, Antoine Tournant, bonjour Antoine, vice-président hydrogène de Total Énergie qui nous parlera du projet Maillage, et Clément Chandon, donc Iveco France, qui lui nous parlera du camion. Est-ce qu'il y a assez de chaises? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Donc, il faudra vous partager les micros. Alors, je voulais tout d'abord remercier les panélistes. Donc, je me présente, je suis Jérôme Pellat-Vildon. Je travaille au sein de Michelin et notamment au sein de France Supply Chain. On est assez actif sur l'hydrogène. On a posé la question à France Supply Chain il y a 2 ans en disant « Et l'hydrogène, est-ce que c'est faisable? Comment on fait? Comment on peut faire pour déployer ?» Donc, France Supply Chain a lancé un atelier pour effectivement comprendre comment on pouvait déployer l'hydrogène dans la mobilité lourde et dans quelles conditions, avec quelles conditions économiques et quelles conditions physiques. Alors, tout l'intérêt, c'est qu'il y en a qui ont avancé avant nous. Donc, par exemple, sur le projet D-Beauty, conduit par DB Schenker. Et donc, là, l'intérêt, c'est effectivement de comprendre qu'est-ce qui a motivé votre choix. Enfin, déjà, nous présenter un peu le projet.
et effectivement de comprendre qu'est-ce qui a motivé votre choix sur un camion hydrogène. Pourquoi pas un camion électrique avec des stations régulières? Pourquoi un camion hydrogène? Et je crois savoir que vous êtes parti sur un camion rétrofit qu'on a eu l'occasion de voir au salon Evolution il y a quelques semaines. Et donc on voudrait comprendre voilà, vos choix et comprendre pourquoi vous avez fait ce choix très engageant de l'hydrogène sur la mobilité lourde. Il faut que tu te présentes d'abord. Ok, donc oui, donc Pierre Joncheret, donc je travaille donc au sein de la société DB Schenker, donc au sein du service RSE et développement durable en tant que chef de programme transition énergétique et décarbonation. Donc ce programme donc couvre donc la chaîne de production d'électricité ou d'énergie chez nous, donc le côté immobilier, le côté flotte de véhicules, donc notre propre flotte, mais également le côté de la sous-traitance, donc qui est couvert également. Donc, dans le cadre de ce projet, donc DBOT, alors donc il s'inscrit totalement dans nos objectifs de décarbonation, qui sont plutôt ambitieux puisqu'on voit à l'écran donc que on vise donc de contribuer à la neutralité carbone à l'horizon 2040, avec un jalon intermédiaire donc en 2030 qui est donc d'une réduction de moins 50% en valeur absolue de CO2e pour l'activité routière. Et donc, on a aussi un objectif de moins 25% au global, donc en intégrant l'aérien et le maritime. Donc, cela signifie donc, à l'horizon 2040 donc, de sortir de toutes les énergies fossiles et de prioriser donc, un mix énergétique basé sur l'électrique. Donc l'électrique, on entend par là donc, l'hydrogène, mais également la batterie. Alors pour le projet, donc le projet DBOT Truck, donc, il intègre donc, 5 acteurs. Alors, un chargeur, donc L'Oréal, qui nous apporte donc, les flux principaux. Un transporteur, donc nous-mêmes, où là, effectivement, on est là pour faire l'opération de transport, mais également apporter quelques flux retour également. Un énergéticien, donc Engie, qui donc, nous distribue l'énergie sur le trajet bien identifié. Un rétrofiteur, on a fait le choix du rétrofit, comme Géraud, tu le disais. Ineo qui donc nous transforme le véhicule, et enfin un loueur, donc Fréquin en l'occurrence, qui nous apporte donc la maintenance du véhicule, puisque par contre la location, on ne sera pas en location puisque c'est un véhicule qui est acheté en propre par DB Schenker. Donc l'objectif, donc c'est un projet qui s'inscrit donc dans le cadre d'un appel à projet qui a été déposé déjà depuis quelques temps, depuis 2020, et donc il y a eu une décision favorable de l'ADEME en mai 2021. Et aujourd'hui, donc on a reçu quelques subventions de la part de l'ADEME, et donc le restant sera versé donc, au fil de l'eau lors de l'avancée du projet. Et donc on a jusqu'à fin 2025 pour pouvoir déployer les 10 véhicules, puisqu'on parle bien de 10 tracteurs rétrofités hydrogène à l'horizon fin 2025. Ces 10 tracteurs nous permettront d'économiser donc 550 tonnes de CO2 par an. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase 1. Donc la phase 1, c'est-à-dire c'est le rétrofit des 2 premiers tracteurs routiers pour une mise en circulation à la fin de cette année. Et en phase 2, donc, on aura donc, le rétrofit des 8 autres véhicules jusqu'à l'horizon 2025. Donc là, je vais vous parler de la phase 1 puisque c'est ce que l'on déploie actuellement. Donc l'objectif, c'est bien de mettre en route donc, ces véhicules-là, d'éprouver la technologie en fin de compte, de pouvoir vérifier donc, le besoin énergétique, quantifier les émissions de CO2 réelles du véhicule également, et donc le cas d'usage concret. Donc aujourd'hui, on a donc un cas d'usage qui part dans le 45, qui va jusque dans le 02 pour redescendre ensuite via nos agences DB Schenker pour recharger et redescendre jusqu'à Orléans. Et donc cette boucle, c'est plus de 600 km par jour pour ces 2 véhicules-là. Et donc effectivement, notre choix s'est porté sur l'hydrogène, puisqu'aujourd'hui la technologie batterie électrique ne permet pas de couvrir ces usages. Et vous avez donc effectivement l'avancée. Donc on est passé du schéma en bas à gauche à un véritable camion rétrofité. Donc aujourd'hui on voit les réservoirs qui sont en dos de cabine. Et aujourd'hui nous sommes en phase plutôt d'homologation, voilà, du véhicule. Alors moi j'ai une question importante que tous les chargeurs se posent.
On voit bien tous les acteurs de ce cas d'usage. On sait aussi très bien qu'il y a un phénomène poulet œuf. Et en fait, la question qu'on se pose tous, c'est finalement dans ce cas d'usage, qui a démarré le premier? Est-ce que c'est le transporteur qui est venu voir en disant « Eh, monsieur le chargeur, j'ai une solution pour toi. Est-ce que tu veux venir avec moi et on partage les risques et les surcoûts ?» Ou est-ce que c'est le chargeur qui a dit « Eh, dis donc, monsieur le transporteur, ça serait bien que tu m'aides à décarboner ma supply chain ?» Alors oui, effectivement, donc en fait, on ne peut pas se lancer seul dans cette aventure. C'est bien, un écosystème qu'il faut monter avec, donc là je montrais tout à l'heure l'ensemble des acteurs que l'on a dans ce projet, mais effectivement c'est tous ces acteurs-là qu'il faut rassembler pour pouvoir ne pas avoir ce problème d'œuf et la poule qui fait le premier pas en premier. Et donc effectivement, aujourd'hui donc, nous avons donc un TCO en fin de compte qui pour le transporteur n'est pas supportable seul, c'est-à-dire qu'il nous faut le TCO, donc juste pour donc c'est le total cost of ownership, donc c'est le coût d'usage global du véhicule en fin de compte, donc qui est beaucoup trop important et qui donc on doit avoir le soutien d'un chargeur bien identifié. Ce chargeur donc nous apporte donc un soutien, j'entends, financier. Et ensuite, le fait d'identifier ce cas d'usage bien précis, ça nous permet aussi d'identifier la solution d'avitaillement derrière. Où est-ce que l'on peut placer la solution, puisque aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est assez dispersé. Et donc effectivement, pour répondre à ça, il faut mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour pouvoir répondre au projet en mode écosystème. Et donc, qui a commencé le premier, DB Schenker ou L'Oréal? C'est nous. C'était commun. C'était commun, voilà, c'était commun. Non, voilà. mais c'est hyper important. En fait, on ne peut pas attendre tout du transporteur. Il faut vraiment que ce soit une collaboration. Oui. Bah, ça tombe bien parce qu'on va parler des écosystèmes. Tout à fait. Alors, on va passer au sud-ouest avec Benjamin Fèvre pour le projet Corridor H2. Je vous avais promis qu'on allait parler de projets concrets. Donc, deuxième projet. Donc Benjamin, je vous laisse présenter en 3 à 5 minutes le projet et on passe aux questions après. Ok, très bien. Donc, je vais tenter de faire ça rapidement. Donc, Benjamin Fèvre, je travaille pour l'Agence de développement économique de la région Occitanie en tant que chargé de mission filière hydrogène. Donc le corridor hydrogène en Occitanie, il s'intègre dans la stratégie globale de la région Occitanie. Il y a un plan doté d'un budget de 150 millions d'euros sur cette filière pour soutenir l'amont comme l'aval. Et dispose de différents projets structurants, des projets pour soutenir la R&D, soutenir le développement de formation, soutenir l'implantation de Gigafactory. Et celui-là, Corridor H2, c'est notre projet structurant sur le développement des infrastructures pour la mobilité lourde et particulièrement le transport de marchandises. Donc la genèse, si ça passe... T'as un petit lag. Ah, ok. Donc je prendrai en compte. Donc la genèse, à l'origine, c'est un projet, normalement ça doit venir là, celle d'avant, voilà. C'est un projet qui part du constat qu'on est traversé par le réseau, donc, qui a été abordé tout à l'heure, TNT, avec beaucoup de poids lourds, du passage important, du transport notamment frigorifique, c'est beaucoup de produits frais, fruits et légumes en provenance de la péninsule ibérique ou du Maghreb, et qui transitent par cette zone littorale. C'est quasiment 9 millions de poids lourds par an qui passent sur cette zone-là, et il y a un potentiel en tout cas de décarbonation important à traiter. Ça, c'est le constat. Ensuite, le deuxième élément qu'on a remarqué, c'est que, étant donné que c'est essentiellement du fret international, il faut envisager le déploiement à l'échelle d'un écosystème véritablement européen et raisonner à l'échelle de corridors et non plus sur des périmètres géographiques restreints et sur des flottes captives. Donc pour ça, il va falloir déployer un réseau de stations qui vont se suivre un peu comme ce qui est proposé par la FIR. Et on a échangé pour ça avec des territoires européens, donc des régions d'Espagne, de Belgique, d'autres régions françaises également, pour voir quelle était ensemble la façon de procéder, la meilleure façon de procéder pour déployer un tel réseau. Il s'avère que c'est assez complexe d'être tous prêts au même moment et la décision a été prise d'avoir un territoire pilote et la région Occitanie a levé la main pour être ce territoire pilote pour déployer un premier écosystème le long de ces axes à l'échelle d'une région. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de maillage? Donc la carto devrait arriver.
vous avez ici un projet donc structuré et piloté par la région Occitanie, avec un budget global estimé de 110 millions d'euros et le souhait en fait, d'être un véritable pilote et coordinateur. Ça n'a pas l'air de marcher. Pilote et coordinateur du projet, tout d'abord pour créer une espèce de méthodologie, si vous voulez, qui sera ensuite duplicable dans les autres territoires pour mailler à l'échelle européenne, comme une espèce de première pièce de puzzle qu'on va ensuite compléter pour avoir des stations tout au long de ces axes principaux. Donc une première brique territoriale occitane à hauteur de 110 millions d'investissements, avec comme objectif de la mettre en service d'ici la fin d'année 2024 et qui représente 2 sites de production massive d'hydrogène, représentés en bleu sur la cartographie que vous voyez ici, à proximité de Toulouse et à proximité de Narbonne, donc à Port-la-Nouvelle. 7 sites de distribution de 600 kg à 1 tonne de capacité quotidienne qui sont basés, donc je vais les citer, à Perpignan, Narbonne, Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, Castelnaudary et Eurocentre, ainsi que 2 stations dans le Tarn, à Saint-Sulpice ainsi qu'à Albi. Et qui vont couvrir, c'est encore une fois l'histoire de l'œuf et de la poule, des usages. Donc on va aussi apporter un financement de ces usages et aider à les déployer. Et l'objectif, c'est de déployer 40 camions, plus de 60 unités frigorifiques et 15 autocars également. La région se positionne, parce que c'est une compétence régionale, les lignes interurbaines, comme un usager aussi de ce futur corridor, plutôt sur le transport de passagers. Ah, excusez-moi. Et donc, voilà un peu pour comment se structure le projet en Occitanie. Peut-être pour vous donner une idée des étapes où on en est. Aujourd'hui, les premiers permis de construire sont obtenus et les chantiers commencent pour les infrastructures de production. Ils vont commencer pour les infrastructures de distribution. Et il y a tout un travail d'accompagnement des futurs usagers et d'identification des futurs usagers qui est en cours. Voilà. Alors, on a vu dans le projet précédent, la question était... qui du chargeur ou du transporteur a commencé. Là, c'est la région qui a pris l'initiative dans le cadre d'un projet. Comment vous avez fait monter à bord les transporteurs, les chargeurs, et comment vous avez aussi approché les constructeurs de camions? En fait, alors déjà, j'approuve tout à fait le fait que c'est un binôme chargeur-transporteur qui fait que c'est une réussite. Tous les transporteurs qui prennent part au projet sont accompagnés d'un chargeur. Ça, c'est très important. Comment on les a donc attirés? En fait, en tant que coordinateur, finalement, on va permettre à chacun de ces acteurs de se concentrer sur la brique qui va le concerner. Pour l'énergéticien producteur d'hydrogène, de se concentrer sur la production, pour le distributeur sur la station et pour le transporteur chargeur sur l'acquisition et leur projet de camion. À cela s'ajoute aussi une aide financière. On est capable, au travers du budget dans le cadre de notre plan régional, et on est aidé, je ne l'ai pas précisé, par l'Union européenne. On a obtenu une subvention dans le cadre du Connecting Europe Facility, ainsi qu'un prêt de la Banque européenne d'investissement qui nous permettent de participer au financement quasiment à la moitié du budget, à la hauteur de la moitié du budget, dans les infrastructures, mais aussi l'acquisition de véhicules, ce qui fait que c'est déjà un atout pour les attirer. On a procédé par un processus d'appel à manifestation d'intérêt. On en a 13 aujourd'hui, transporteurs, qui participent. Ça représente un peu plus d'une trentaine, entre 30 et 35 camions. Et qui prennent part. Et non seulement on apporte une aide, mais en plus on apporte un accompagnement. Parce que le simple fait de leur dire, voilà, vous aurez une aide pour acheter le camion ne suffit pas. Derrière, il faut les accompagner, parce que c'est très nouveau dans le calcul des TCO, ce que vous disiez tout à l'heure, sur les coûts totaux de possession, mais aussi comment convaincre leurs banquiers, comment convaincre leurs assureurs, comment les mettre en contact avec les développeurs de solutions type poids lourd hydrogène, qui sont finalement sollicités de par le monde. Donc il y a le fait aussi de créer un groupe et de pouvoir, dans une démarche collective, répondre à ces questions et pouvoir les amener justement à arriver au bout de leur projet d'acquisition de camions et devenir les futurs utilisateurs du corridor. Et côté camion? Côté camion, on échange avec à peu près tous. Donc on n'est pas fermé finalement d'un point de vue technologique, au contraire, et même les transporteurs qui sont lauréats de notre AMI sont finalement tout à fait libres dans leurs relations commerciales et iront vers finalement le développeur de leur choix. Voilà. Alors très rapidement, vous avez parlé d'autres régions, à la fois françaises et européennes. C'est quoi les prochaines étapes?
Est-ce qu'on peut avoir une idée du timing pour que ça se connecte au-delà de la région Occitanie? Oui, bien sûr. Hein. Alors, je vous ai cité les régions partenaires au début de la réflexion, mais en réalité, il y a des connexions à faire avec toutes les régions limitrophes. Donc effectivement, nous, le grand jalon, c'est fin 2024, la mise en service de tout cet écosystème. Et ensuite, et on commence déjà ces travaux et ces échanges avec d'autres régions, c'est pouvoir dupliquer le modèle. Partager la méthodologie qu'on a développée pour fédérer les acteurs, la méthodologie qu'on a développée pour piloter le projet, pour aller chercher du financement au niveau européen également. Et dans ce cadre, on échange avec différentes institutions. C'est le cas notamment dans le cadre du groupe des régions d'Hydrogène Europe. C'est le cas aussi dans le partenariat des vallées hydrogènes européennes et également la communauté de travail des Pyrénées qui rassemble toutes les régions et autonomies françaises et autonomies espagnoles ainsi que l'Andorre autour du sujet de l'hydrogène. Donc on essaye de partager cette méthodologie et cette connaissance pour créer des interconnexions. Et évidemment, je pense qu'il y a les projets en région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes qui sont bien connus, hein, RISE et la Zero Emission Valley, qui se déploient en parallèle. Et finalement, il y aura aussi une interconnexion à créer avec ces territoires pour répondre à la future réglementation AFIR. Merci Benjamin. Alors, on a parlé fourniture d'hydrogène, écosystème. L'écosystème ne peut pas marcher sans le camion. Donc, Clément, il y a une vraie question autour du camion. En fait, en tant que chargeur, c'est un peu ce qu'on nous dit. On dit, bah, nous, on voudrait déployer des nouvelles énergies, déployer des nouveaux camions. On dit, bah oui, mais il n'y a pas de camion disponible. Bon. Donc, on revient toujours sur un peu ce même système. On sait que vous êtes assez avancé. On sait que vous faites partie de pas mal de projets existants. On sait que vous êtes très moteur sur ça. Néanmoins, on aimerait avoir un peu plus de visibilité sur quand est-ce que les camions arrivent. On est convaincu que le rétrofit est une bonne première étape, mais par contre, on a absolument besoin des camions de marques comme les vôtres qui arrivent sur des volumétries importantes avec de la disponibilité. Voilà. Donc, ma question, elle est vraiment... on sait que vous êtes très, très engagé, mais quand est-ce qu'ils arrivent? Oui. Alors, les camions attendus le slide, arrivent. Oui. Si j'arrive pas à avancer les slides, je ne sais pas si c'est la porte. Si vous donnez un coup de main. Voilà, on va voir directement son look. Quand est-ce qu'ils arrivent? Je vais arriver directement à ce que j'avais mis sur ma dernière slide. Il y a un projet pilote européen. Enfin, parmi les projets pilotes, on en a un qui s'appelle H2All. Ce projet pilote, c'est 15 véhicules. Il y en a 12 qui sont issus du partenariat Iveco-Nikola, qui est le véhicule que vous voyez à droite sur la photo, qui est le trait à pile à combustible hydrogène. Et sur ces 12 véhicules Iveco-Nikola, on en aura 6 en France. Et ils sont attendus 3 entre novembre et décembre cette année et 3 en janvier-février de l'année prochaine. Donc on commence à être proche de la date d'arrivée. Donc une bonne nouvelle, c'est que la France fait partie vraiment des pays en pointe dans ce développement de l'hydrogène en Europe. La station d'ailleurs est déjà prête. Et à ma connaissance, c'est la première station qui est capable de délivrer 1 tonne d'hydrogène par jour à 700 bars. Donc c'est la station la plus puissante et la plus moderne d'Europe du moment. Et elle a été faite par Air Liquide à Fos-sur-Mer. Donc voilà, cette histoire va bientôt démarrer en ce qui nous concerne. Et on est dans beaucoup de projets. Ce projet H2All va être suivi d'un autre projet qui a reçu ses financements qui s'appelle RISE. Donc H2All 6 proto remplacé par 6 véhicules série en 2025 et RISE d'ici fin 2025 rajoutera 50 véhicules donc dans le sud-est de la France et puis des camions qui vont rayonner un peu dans d'autres régions aussi. On aura d'ici fin 2025 56 véhicules. Et puis on est dans beaucoup d'autres projets, on en a avec Total, on en a avec d'autres énergéticiens. Et si tous ces projets se réalisent, d'ici fin 2025, on pourrait avoir 200, 250 Nikola en France, si ces projets avancent comme c'est prévu. Mais merci. Alors, ça nous éclaire vraiment sur la roadmap et vraiment merci. On a quand même une question autour du prix du véhicule.
Alors, on ne dévoile rien, mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur aux gens qui ne savent pas. Un camion classique, c'est entre 100 et 150 000 euros. On voit aujourd'hui qu'un camion hydrogène, c'est 3 fois plus cher. La question qu'on a tous ensemble, c'est il faut que cette mobilité soit accessible. On est prêt, nous, chargeurs, à payer un cost plus, mais pas non plus quelque chose d'exorbitant. Quels sont pour vous les leviers, donc pour Iveco, quels sont les leviers? Est-ce que ce sont des leviers de masse? Enfin, quels sont les leviers pour réduire ce coût et donc arriver sur un TCO acceptable? Je parle bien à grande échelle, on n'est pas sur la proto, mais je dirais sur 2025-2030. Alors il va falloir qu'on arrive à gagner partout. Toutes les technologies hydrogène aujourd'hui sont chères. Une des choses intéressantes à garder en tête, c'est que ce camion, là vous avez les deux versions sur la photo, c'est un camion qui a une chaîne cinématique électrique. Et donc tous les progrès qui seront faits de ce côté-là, il embarque aussi des batteries. Si les batteries demain sont moins chères comme on l'attend, si les moteurs électriques sont moins chers comme on l'attend, les onduleurs et tout le reste, il en bénéficiera directement puisqu'il utilise exactement les mêmes composants. En plus, il faudra qu'on réussisse à faire des piles nettement moins chères que ce qu'elles le sont aujourd'hui et des systèmes de stockage à 700 bars aussi moins chers que ceux qui sont aujourd'hui. Donc il y a vraiment un travail qui, à mon avis, va s'inscrire dans la durée. Et puis, il y a l'aspect du rendement. Parce que le prix de la solution est fait du prix du camion, effectivement, qui est cher aujourd'hui, et du prix de l'énergie, qui est cher également. Alors sur l'énergie, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'hydrogène va pouvoir bénéficier du mécanisme de la Tyrwert, qui est un mécanisme assez puissant, qui devrait améliorer le prix de l'hydrogène. Il y a le rendement des électrolyseurs qui doivent nous aider à l'avenir. Et puis, il y a le rendement aussi des piles, où nous, on espère apporter, avec nos partenaires, un rendement en hausse de 10% d'ici 2030. Donc, si les électrolyseurs arrivent avec plus de rendement et les piles avec plus de rendement, et le mécanisme de Tyrwert fait chuter en parallèle le prix de l'hydrogène, tout ça pourrait avoir des effets assez importants sur le coût kilométrique entre aujourd'hui et 2030. Mais il va falloir vraiment qu'on travaille dans toutes les directions pour que ce prix se rapproche de ce qu'on connaît aujourd'hui avec un camion diesel. Ce sont quand même plein de bonnes nouvelles. Et merci Clément. Vous vouliez rajouter quelque chose, Clément? Non, des nouvelles, mais beaucoup de challenges, beaucoup de travail et beaucoup de jus de cerveau, à mon avis, jusque-là. Alors, vous avez mentionné dans le projet Air Liquide, donc on va passer sur un projet RISE qui est, je crois, la 3e phase après Cassiopée, Yamen, maintenant RISE. Erwin Penfornis, côté Air Liquide, je vous laisse présenter et puis on passe aux questions juste après. Merci beaucoup Valérie. Oui. Bonjour à tous. Donc déjà en quelques mots, Air Liquide. Tu n'avais pas passé tous tes slides. Voilà. Air Liquide, donc ça fait un petit moment qu'on travaille sur le développement des marchés de la mobilité hydrogène au sens large. Ça fait une quinzaine d'années qu'on développe des solutions et qu'on s'échine, je dirais, à amorcer les différents marchés. Beaucoup du travail jusqu'à présent a été de développer la mobilité des véhicules passagers hydrogène, des bus également. À titre d'exemple, on fournit aujourd'hui la grande majorité de l'hydrogène pour les 20 000 voitures hydrogène qui sillonnent les routes en Californie. C'est également nous qui avons lancé et développé le projet de flotte de taxis hydrogène dans les rues de Paris. Vous voyez peut-être régulièrement. On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de véhicules et des flottes qui sont amenées à croître. Donc c'est véritablement un nouveau chapitre pour nous qui s'ouvre avec le transport de marchandises et puis le monde des véhicules commerciaux, des camions. La raison pour laquelle on est véritablement fiers de cette guirlande de projets, comme tu disais Valérie, dans le sud de la France, c'est d'une part que ces projets sont en train de devenir une réalité. Comme Clément, tu le mentionnais, on voit sur cette photo la première station hydrogène 1 tonne jour pour poids lourd qui est en train de démarrer véritablement au moment où on parle.
des pleins qui sont en train d'être réalisés, et donc une ouverture dans le courant de l'année et une inauguration de cette station. Je reviendrai un peu plus tard sur le timing. Et la deuxième chose qui nous rend également très fiers sur ce projet-là, c'est véritablement d'avoir réussi à mettre autour de la table, comme l'ont dit les autres intervenants précédemment, les 4 grands blocs dont on a besoin, donc les utilisateurs, les chargeurs, les transporteurs, les acteurs du véhicule, les acteurs du ravitaillement hydrogène, des solutions sur ce ravitaillement, et puis enfin la supply chain hydrogène, la logistique, qui sont des sujets qui, nous, chez Air Liquide, nous parlent beaucoup. Donc, ça n'a pas été facile. Je pèse les mots que tu utilises, Clément. Au niveau des transporteurs, tout d'abord, c'est plus d'une dizaine, des transporteurs et des chargeurs, c'est plus d'une dizaine de transporteurs, une dizaine de chargeurs qui sont aujourd'hui engagés dans ce projet-là. Ça a été un effort énorme pour embarquer tout le monde, expliquer, comme vous l'avez fait aujourd'hui de manière très pédagogue, convaincre et véritablement pousser ces acteurs-là à commander des camions et à s'engager dans la durée sur, certes, des coûts d'exploitation qui vont être plus importants au début. On a le soutien évidemment des autorités, dans ce cas-là de l'Europe, de l'ADEME, de la région PACA, mais c'est un véritable step à réaliser tous ensemble. Derrière ces utilisateurs, donc les constructeurs automobiles, pour développer ces marchés-là, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille de très près avec les Toyota, les Hyundai de ce monde. L'effort qui est réalisé aujourd'hui par Iveco en Europe, il est absolument majeur, et le partenariat qu'on a noué ensemble est fondamental dans un projet comme cela pour avoir finalement l'accès à ces premiers véhicules, à ces premiers camions qui vont être déployés en France. Ensuite, on remonte un peu dans la chaîne, la station. Donc, cette station, 1 tonne jour, il était mentionné plutôt, ça permet grosso modo de faire le plein de 20 camions par jour, 20 camions, 50 kilos chacun, on va faire 500 km. C'est une prochaine étape. Il va falloir grossir en taille sur ces stations-là. On a beaucoup d'expérience pour ça. On a déployé nous-mêmes plus de 200 stations dans le monde. On en exploite plus d'une centaine. Donc on a un vrai retour d'expérience et je peux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. On a une technologie ici et une industrie qui devient mûre. Et enfin, l'amont encore, ce projet RISE, ce qui nous permet de faire, c'est de développer des nouvelles solutions logistiques, d'augmenter les capacités dans le sud de la France. Donc, nouvelles solutions logistiques, ça va être quoi? Ça va être des centres de conditionnement de nos propres camions de nouvelle génération. Donc, on va monter plus haut en pression. On va être capable d'emporter dans nos camions plus d'1 tonne d'hydrogène pour l'emmener jusqu'aux stations. Et c'est comme ça qu'on va être capable de contribuer à cette baisse des coûts qui est nécessaire. Et puis, aussi important que ça, fiabiliser la supply chain. Puisqu'on parle à des acteurs de la supply chain, eux-mêmes vont avoir un niveau d'exigence extrêmement important sur la fourniture de leur carburant. Donc quand on fait le bilan, nous, d'un projet comme ça, qu'est-ce qu'on en retire? La première chose, c'est déjà que ça nous a permis de nous rassurer sur le fait qu'on a véritablement un écosystème qui est mûr maintenant pour rassembler ces 4 familles d'acteurs. Et c'est important parce que c'est le point de départ. Derrière, ce qu'on voit, c'est que c'est la chance de pouvoir vraiment convaincre les acteurs de la logistique dans les toutes prochaines années. Donc Clément, tu le disais, les premiers camions vont être sur la route cette année. On en aura 50 sur la route d'ici 2025. Et ça va être l'opportunité de leur faire prendre conscience qu'on a avec l'hydrogène une solution long terme. On a véritablement une solution sur laquelle ils vont pouvoir compter. Ce n'est pas de nouveau une solution de transition. Elle va répondre à tous les enjeux aujourd'hui que se pose un logisticien. Pour nous, derrière, la prochaine étape, et on y travaille déjà, c'est plus des flottes de 50, c'est des flottes de 500 camions. Je ne vais pas vous dire des dizaines de milliers, on va y aller par étapes. C'est des clusters de 500 camions. On y travaille en Californie, en Chine, en France, en Allemagne, en Europe du Nord. Et puis, c'est également, si j'arrive à passer ce slide-là, c'est de véritablement accélérer le déploiement de l'infrastructure hydrogène. Et c'est ce qu'on va faire avec Total Energy. On y reviendra un peu plus tard. Mais c'est une décision importante pour nous pour passer également à la vitesse supérieure. Alors, j'avais une question pour vous, une question qui est sur les lèvres de beaucoup de chargeurs et de transporteurs. L'énergie qui a été une énergie peut-être de transition, mais qui est active aujourd'hui, c'est le gaz. Et en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est
le gaz est probablement une bonne énergie de transition, mais le lancement a été douloureux, tant sur la partie camion que sur la partie infrastructure, notamment la question que posent les transporteurs. Ils disent, moi, je ne déploierai pas de solution s'il n'y a qu'une seule station sur laquelle je peux m'avitailler, trop risqué. Et on voit aujourd'hui, nous, à travers les études qu'on a faites dans France Supply Chain, on voit que les transporteurs y vont si effectivement ils ont levé un certain nombre de risques autour des camions, d'où le fait des OEM, autour de la maintenance et puis autour des stations. Et on sent qu'effectivement, il y a peut-être encore un peu de frilosité à déployer massivement des stations, voire 2 stations un peu au même endroit pour justement faire un peu de backup. Comment est-ce que vous envisagez ce déploiement en dehors de ces écosystèmes assez favorables pour que justement il y ait une adhésion vraiment globale de tous les transporteurs? La première chose, c'est que déjà, on comprend complètement leurs préoccupations. Comme je disais, ça fait une dizaine d'années qu'on déploie des vrais réseaux d'infrastructures stations. On l'a fait en Allemagne, au Japon, en Corée, aux États-Unis. Ça a été difficile d'atteindre des niveaux de maillage qui soient satisfaisants. Donc, in fine, une expérience utilisateur qui soit satisfaisante. Donc, on va apprendre de tout ça. Moi, ce que je vois aujourd'hui, ne serait-ce qu'en parcourant les projets qui sont présentés, c'est qu'il y a une vraie densification qui est à l'œuvre aujourd'hui. On voit dans différentes régions, le long de certains corridors. Et il faut être très clair, il faut que l'infrastructure anticipe l'arrivée des véhicules. Ça ne se fera pas dans l'autre sens. Donc c'est aussi tout l'objet de la nouvelle initiative qu'on lance avec Total Energy. Ça va être d'être capable de déployer sur plusieurs pays européens une vraie infrastructure à l'échelle et puis qui va se combiner avec ce que d'autres acteurs vont également faire. On va passer au dernier projet. Merci Erwin. Donc Antoine, chez Total, le camion hydrogène devient également une réalité. Vous avez initié, alors c'est un projet qui est tout récent, qui vient de bénéficier aussi des subventions ADEME, le projet Maillage. En quoi ce projet est un petit peu différent des autres, ou est-ce que c'est dans la continuité? Alors, il faut appuyer fort. Voilà. Alors, bonjour à tous, Antoine Tournant, donc, représentant ici Total Energy et notamment sa business unit H2 Mobilité Solutions, et qui s'inscrit évidemment dans la stratégie du groupe de transition énergétique. Je vais vite passer sur les slides d'introduction pour arriver sur cette logique et mettre en perspective justement le projet Maillage dans la vision qu'on a du transport du poids lourd et dans une vision qui est une vision européenne. L'enjeu pour nous, on a ouvert la première station à hydrogène en Allemagne en 2002. Donc l'hydrogène est aussi une histoire qu'on a commencée il y a longtemps. On a beaucoup appris en étant participant de H2 Mobility en Allemagne sur la mobilité hydrogène légère. On a aussi conclu que l'hydrogène était beaucoup mieux à sa place dans la mobilité lourde et on s'est réorienté dans cet axe-là. Et dès 2021, on annonçait cette volonté de pouvoir projeter, parce que nous sommes un acteur du transport, parce que nous sommes un acteur et que nous accompagnons les transporteurs sur la mobilité internationale en Europe, en particulier à travers notre filiale AS24, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, et la nécessité que nous voyons d'apporter une solution sur la mobilité décarbonée, sur l'hydrogène dans ce cadre-là. Et donc cette vision d'avoir une centaine de stations sur les corridors, elle était majeure et elle permet de donner la perspective pour qu'un acteur, un transporteur puisse s'engager dans la durée avec une vision dans l'espace et dans son espace d'opération, et qu'il assure qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il n'a pas la station à côté, mais qu'il a bien une logique de jalonnement qui lui est proposée. Dans la perspective, donc en se focalisant un peu plus sur le périmètre national, et cette vision qu'on avait d'avoir des projets qui jalonnent ces grands corridors européens, maillage, ce sont les points que vous voyez donc au niveau de Bordeaux, au niveau d'Orléans et au nord de Paris, 3 stations qui sont dans cette logique, là aussi, de corridor, et qui, je dirais tout au long de ce chemin d'hydrogène, on a croisé souvent aussi bien Air Liquide qu'Iveco, et le fait qu'on soit tous les 3 aujourd'hui, et les régions également, et le fait qu'on se retrouve sur le même panel aujourd'hui ne tient peu au hasard. Je pense qu'il y a une volonté d'avancer ensemble et de mobiliser les acteurs de l'écosystème. Maillage, c'est 3 stations dans une logique de corridor
et reconnu et engagé par l'ADEME, qui implique également les transporteurs. On retrouve des transporteurs majeurs et qui sont particulièrement moteurs dans l'hydrogène, hein. Les Géodis, Jackie Perreno, Mofrey, Amazon. On est extrêmement, je dirais, on les sent aussi engagés que nous le sommes. On a obtenu des subventions européennes pour ces projets. On a été effectivement, comme tu le rappelais Valérie, lauréat ADEME, ce qui va permettre désormais à ces premiers projets de mûrir et de sortir et de façon à être opérationnels entre 24 et 25 et apporter cette logique de jalonnement. Je conclus, puisque sur la même slide, et vous la reconnaîtrez, que celle que vient de présenter Erwin, et mettre un peu en perspective ce projet. Ce projet, c'est celui dont on pense qu'il est nécessaire pour vraiment apporter de la crédibilité, de la visibilité et permettre aux acteurs de s'engager. Il est nécessaire pour nous, et cette logique de coopération, elle avait un enjeu fort pour nous d'aller chercher, on a une pratique, une connaissance du transport, on a une connaissance de ce métier d'être au bord de la route pour apporter l'énergie. En revanche, sur la molécule, on avait besoin et on recherchait un partenaire de référence, et qui mieux qu'Air Liquide pouvait nous apporter, déjà engagé dans ces sujets par ailleurs de mobilité, le complément nécessaire. Dans une logique où nous sommes aujourd'hui, donc désormais engagés, en tout cas avec un projet que nous allons évidemment déposer aux autorités de concurrence et qui est sujet à leur approbation, mais dont il ne fait pas doute pour nous, dans la continuité de la stratégie qu'on a, qu'il fera du sens et qu'il permettra aux transporteurs et à leurs chargeurs d'avoir la visibilité et de leur permettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de sauter le pas. Et en ayant des stations non pas uniquement à proximité de chez eux, mais sur l'ensemble des routes internationales en Europe. Alors, même si ce n'est encore qu'un projet, que vous êtes en cours de notification au niveau de la Commission européenne, je pense que tout le monde dans la salle se pose la question. C'est une ambition, sans station, mais à partir de quand? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, côté Air Liquide et Total, les principaux jalons? Alors, le premier jalon de cette coopération, il est réglementaire, évidemment, hein. On doit s'assurer, on doit présenter se présenter à la Commission européenne, comme tout projet de ce type, pour s'assurer que notre projet est compatible avec la réglementation en particulier de concurrence. Et aujourd'hui, on a un gros travail de constitution de ce dossier pour le présenter. Et c'est uniquement après une notification et dans le cas d'une validation de ce projet que l'incorporation de la société conjointe pourra se faire. Il y a un gros travail également parce que, comme vous l'avez compris, on ne parle pas uniquement d'une série de stations, on parle également de l'offre commerciale qui va avec. On veut apporter une offre commerciale associée à ces stations. Ça nécessite de préparer des accords et toute la structure, la logique de carte, la monétique. On apporte vraiment une société qui doit, de façon complètement autonome et dans une logique de gouvernance partagée, servir ses clients, les facturer, leur apporter le service normal d'un opérateur de réseau. C'est un gros travail préparatoire et tout ceci va nous prendre du temps. On est déjà engagé dans la préparation de part et d'autre de ce projet. On vise raisonnablement et sous réserve de l'accord des autorités de pouvoir incorporer la société courant d'année et en milieu d'année, de commencer. Alors, pour répondre à ta question, Valérie, sur les stations, on va y apporter les stations qu'on a déjà. On a des stations aux Pays-Bas. On est en train, alors je vous ai parlé du projet maillage qui est en phase de maturation. On est aujourd'hui en cours de construction sur un des points de la carte qui est une station à Reims qui va avoir un enjeu H2. Toutes ces stations, nous avons l'intention de les apporter à la JV. Et je suppose que Erwin commentera de son côté pour Air Liquide. Donc on ne part pas de zéro de ce point de vue-là. Il va falloir basculer ces stations. Et puis, on a un travail depuis de plusieurs années dans nos entités nationales de préparer des projets, de les amener à maturité avec les autorités de subvention respectives, de façon à faire sortir de terre. C'est sûr, on ne va pas attendre 2029 pour faire sortir les stations 2030, mais d'avoir, je dirais, assez rapidement et dans les 5 premières années, une vision d'une structure minimale en Europe de 40 à 50 stations qui permettra, là encore, d'engager aux transporteurs de s'engager. Mais je vais laisser Erwin, on est à deux. Non, mais je pense que tu as bien résumé. Je ne vais pas rajouter dessus. Les stations RISE feront également partie de ce projet ?
Les stations RISE, absolument. On transférera l'ensemble, Air Liquide transférera l'ensemble des stations exploitées en Europe au sein de cette entité. Donc il y aura d'emblée la masse critique nécessaire pour pouvoir avancer et proposer des solutions globales à ses clients. Alors, une question, vous avez le droit d'un demi-joker chacun. Une question sur le TCO. On voit, le TCO, c'est vraiment la clé, même si les transporteurs et les chargeurs sont prêts à partager un petit cost plus, il faut quand même que le coût du transport de marchandises en camion hydrogène reste raisonnable. J'ai envie de vous dire en quoi l'implémentation de cette coentreprise va aider à aller vers un coût de l'hydrogène plus compétitif. Il y aura des mécanismes qu'on attend tous, comme la tir UERT, mais comment vous y préparez? Est-ce que vous avez déjà un plan? Et comment vous voyez un petit peu cette compétitivité du prix de l'hydrogène pour que très rapidement les transporteurs et les chargeurs choisissent cette solution? Je peux commenter sur ce point-là. Le TCO, c'est quelque chose qui nous obsède chez Air Liquide. Tout ce qu'on fait depuis justement 10-15 ans sur ces marchés-là, et c'est toujours avec l'œil rivé sur ce TCO, incluant la partie véhicule évidemment, mais pour ce qui nous concerne, on va dire au pistolet dans la station. Quels sont les enjeux qu'on a dans un monde où évidemment l'objectif c'est de décarboner l'hydrogène qui est apporté progressivement, et ça c'est un sujet par ailleurs par lui-même, c'est la vitesse à laquelle on doit décarboner cet hydrogène, quel type d'hydrogène doit être éligible à la mobilité. Je pense que là, sans épiloguer sur le sujet, il y a un vrai travail en Europe et plus particulièrement en France de se dire quelle est la trajectoire raisonnable si on s'inspire de ce qui est fait de nouveau dans des pays comme les US ou la Chine. Et est-ce quelle est la part de nucléaire, d'hydrogène bas carbone, base CCS qu'on intègre dedans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment un passage à l'échelle. Alors, sur les aspects logistiques, le passage à l'échelle, parce que c'est un mot que tout le monde utilise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mutualiser les besoins dans des grandes usines de production centralisées pour alimenter des réseaux. C'est la raison pour laquelle on lance la construction de notre électrolyseur en Normandie, 200 MW, 80 tonnes jour d'hydrogène. Vous avez vu les besoins dont on parlait. C'est de ça dont on va avoir besoin. Pour avoir en tête, demain, 400, 500 camions, ça va être 30 tonnes jour déjà. Donc si on veut être au rendez-vous et à un moment donné que les camions que M. Chandon va apporter ne soient pas en rade, entre guillemets, il va falloir vraiment construire des usines de cette taille-là. Et ça tombe bien parce que ce sont ces usines-là qui ont des coûts de production bien inférieurs à des petites unités décentralisées. Ensuite, c'est un travail sur l'ensemble de la chaîne. Je mentionnais tout à l'heure des logistiques haute pression. C'est passé sur des supply chains d'hydrogène liquide qui vont encore nous faire franchir d'autres paliers. Et enfin, j'arrive à la station. On démarre avec une tonne jour. On sait qu'une station 4 tonnes jour va coûter beaucoup moins cher demain qu'une tonne jour, si elle est chargée en particulier. Donc c'est aussi l'objectif de ce type d'initiative. Et c'est quoi votre projection aujourd'hui? Il faut parler chiffres un peu. Aujourd'hui, on est entre 10-12 euros le kilo de H2 en station. Nous, on estime que ça commencera à être compétitif entre 5 et 6 euros, euros constants. Vous pensez quel horizon de temps raisonnable on sera sur ces coûts-là? Donc moi j'aime bien utiliser un point de référence autour de 7, mais 7, une fois de plus, ça dépend de quel type d'hydrogène on va mettre dedans. De l'hydrogène, vous savez que de l'hydrogène base CCS est 2 fois moins coûteuse que des électrolyseurs centralisés, 3-4 fois moins que des petits électrolyseurs décentralisés. Donc ça, c'est une manière pragmatique d'arriver à 7 avec un soutien malgré tout de biocrédit type Tier-Wert ou autre. Par rapport à la FIR, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes déçu par le fait qu'on soit sur la distance entre deux stations la plus lointaine, 200 km? Ou est-ce que c'est un bon point de départ? Je peux commencer vite. Je crois que tu le disais tout à l'heure, Valérie, je crois qu'il faut voir le verre à moitié plein. Faut mieux, ces temps-ci, il faut mieux avoir quelque chose de l'Europe que rien du tout et des débats qui s'étirent sur des années. Moi, ce qui me frustre un peu, c'est d'avoir uniquement un jalon en 2030
on aurait espéré quelque chose plus tôt. Mais au final, ça ne va pas porter préjudice parce que les constructeurs de véhicules ont une vraie épée de Damoclès au-dessus d'eux avec des objectifs CO2 en 2030. Et ce n'est pas la veille au soir qu'ils vont démarrer. Et je crois que tout le secteur de la logistique est en attente de solutions. Donc on le voit avec les projets d'aujourd'hui. C'est le marché qui va anticiper tout ça. Par contre, il y a un vrai sujet de financement de ces stations-là. Et je pense que c'est le prochain vrai sujet qu'on a avec les autorités pour trouver le bon format. Alors, Antoine voulait compléter, puis on va conclure. Peut-être effectivement, et pour ne pas utiliser un joker complet, mais répondre aussi aux questions que tu posais tout à l'heure, l'enjeu sur le passage à l'échelle, il est vraiment la réduction de coûts, c'est le projet à 100 stations. Raisonner, il faut faire feu de tout bois pour réduire ce TCO. On a besoin du soutien effectivement des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. On a besoin de l'engagement de tous, mais on a surtout besoin de raisonner grand et de ne pas faire une station l'une après l'autre de façon à prendre des décisions qui sont audacieuses ou risquées sur une unité, mais qui le sont moins dès lors qu'on a la certitude d'avancer et de faire et que le ou les pilotes qu'on devra faire ne représentent qu'une faible part de ce qu'on aura à produire. Donc l'enjeu d'avoir matérialisé et de s'engager sur l'ensemble de Ventouses dans ce réseau à 100 stations, c'est un élément majeur pour donner le cadre qui permettra, que ce soit vis-à-vis des autorités des transporteurs, mais également des constructeurs d'équipements, de les mettre dans une logique de scale-up qui permettra de réduire les coûts. Sur la vision du TCO, il faut réduire les coûts de la supply chain hydrogène de l'ordre de 2 à 3, suivant les éléments de la chaîne. En gros 2, on va retrouver les mêmes ordres de grandeur que ceux qui sont évoqués. Mais c'est vrai qu'une station hydrogène, c'est aujourd'hui 3 à 4 fois plus cher qu'une station diesel normale si je puis dire. Ce sera de moins en moins normal. On en a parlé pour les camions, c'est beaucoup plus cher également. Et ça vient aussi en étant capable d'initier un marché dans lequel il y aura de plus en plus d'acteurs et de donner ce terrain de jeu. Et par rapport à ça, parce que la logique du prix, pour moi, elle est aussi en comparaison avec l'alternative. Et c'est pour ça que les mécanismes de Tierwert, les quotas en Allemagne sont importants parce qu'ils créent cette bascule et que finalement, à un moment donné, il va y avoir d'un côté une réduction du prix de la supply chain hydrogène, un renchérissement du prix fossile. Le but étant d'arriver à équilibrer tout ça au plus près possible des coûts actuels pour que le consommateur final ne se retrouve pas à payer une transition énergétique. Il va falloir la payer dans un premier temps. On ne va pas pouvoir équilibrer au début de l'histoire de l'hydrogène, même à horizon 10 ans, exactement les coûts sur du diesel aujourd'hui. Alors, on arrive à la fin de ce panel et merci de votre présence et du partage des différents projets. Je vais demander très rapidement à chacun d'entre vous, en 1 ou 2 mots, c'est quoi le principal défi d'ici 2030 ? Et on va commencer par des beauty. Donc, effectivement, les 2 enjeux pour nous, c'est sourcer de nombreux chargeurs pour au final challenger les plans de décarbonation ou en tout cas les objectifs de décarbonation pour pouvoir justement entraîner ces écosystèmes de déploiement de véhicules hydrogène. Et le deuxième enjeu, on l'a assez cité ici, je crois, c'est le TCO, en fin de compte, réduire le TCO pour au final justement lancer des projets à plus grande échelle et effectivement aussi avec le maillage du territoire avec des stations hydrogène, on aura effectivement moins de difficultés aussi à définir les cas d'usage avec une station vraiment sur le trajet. Donc voilà, c'est quelques enjeux pour nous. Benjamin ? Oui, moi, je partage la vision qui a été présentée tout à l'heure sur le passage à l'échelle et son importance. J'ajouterais même sur les équipements, notamment les véhicules et les électrolyseurs, où on a des projets dans les territoires, en France, en Europe, pour entrer dans une logique d'équipementier et faire réduire les coûts par un passage à l'échelle. Donc il y aura aussi une baisse sur ces coûts d'acquisition. Et le challenge jusqu'en 2030, c'est faire en sorte... Je parle au nom d'une structure publique qui aide aujourd'hui et apporte une aide pour pallier en partie au surcoût préexistant. L'idée, c'est post-2030 d'en faire une filière qui puisse vivre sans ces aides. Et donc c'est ça en fait, c'est vraiment ces projets qui vous sont présentés là. On a la chance d'être bien avancé et c'est finalement qu'un point de départ et qui permettra d'apporter beaucoup de concret et de palpable pour ensuite être déployé à plus grande échelle. Voilà un peu le challenge d'ici à 2030.
Pour ne pas redire TCO, je pense que plus globalement, je crois que l'enjeu, ça va être d'y croire collectivement, qu'on a véritablement cette fois-ci une bonne solution pérenne pour les décennies à venir dans le domaine de la logistique. Le point de vue du constructeur. Alors, je vais d'abord parler plus large. Je crois que notre plus grand défi, c'est de réussir à produire énormément d'énergie bas carbone dans tous les secteurs. Ça, c'est, je crois, notre plus grand défi. Et à un coût qui fasse que ça soit supportable pour notre économie. Le plus grand défi pour nous, j'ai envie de dire même c'est deux. C'est effectivement le défi du TCO, parce qu'on a notre part à jouer pour que les coûts de ces solutions bas carbone soient acceptables. Et après, c'est le défi de la complexité, parce qu'on gère déjà 5 technologies. On va vraisemblablement devoir en gérer 6, peut-être 7. Et il va falloir que nous, on arrive à gérer, et nos réseaux, cette complexité. Donc ça, voilà. Il y en a plein, mais c'est ce que je retiens à date. Antoine. Alors, j'arrive en dernier, mais pour résumer ce que j'entends et ce à quoi je crois également, je pense que chacun d'entre nous fait face dans son secteur à effectivement un enjeu de complexité. Pour nous, de la pression, une nouvelle molécule, de la température dans une station. Donc un enjeu de complexité très fort, des incertitudes techniques et également de business model dans son propre secteur. Donc une vision en silo d'avancer loin et d'être extrêmement innovant, d'aller chercher des solutions qui n'existent pas encore, mais en même temps d'assurer, donc une logique verticale, mais en logique transversale, d'assurer le lien qu'on doit avoir et qu'on représente ici, qui est qu'on doit avancer, mais on doit en même temps avancer ensemble, et que surveiller en permanence, la filière ne débouchera que si chacun d'entre nous résout chacun dans son couloir, saute chacun dans son couloir un certain nombre de haies qui sont pour chacun complexes. C'est pas juste mettre des stations, c'est compliqué. La supply chain, dans les camions, la complexité, vous l'avez évoqué. Il y a aussi l'acteur public qui doit gérer le maillage du territoire. On a tous ces défis et en même temps, il faut qu'on garde ce lien, d'où l'enjeu de la coopération et de la logique. Je pense que le mot qui résume le mieux l'hydrogène, c'est la notion d'écosystème. On n'y arrivera qu'ensemble. C'est ce qui fait la beauté aussi du dossier. Un grand merci à vous. Alors, avant de vous libérer, on a le temps pour quelques questions. Donc, la parole est à vous. S'il y a des questions pour nos panélistes. Rassurez-vous, ils ne sont pas encore venus avec les bons de commande, mais donc vous pouvez encore poser vos questions. Je pense que c'était une question, Géraud. Bonjour, Dinil On pour l'officiel et transporteur. Ma question s'adresse plutôt à la production d'énergie, donc plutôt Air Liquide a priori. On parle d'hydrogène, mais c'est vrai que l'hydrogène peut être aussi d'origine fossile. Donc, quelle serait la part en fait de l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène fossile, par exemple, en 2030 Quel serait l'ordre d'ambition en fait pour ça? Alors, pour être clair, directionnellement, on va très clairement vers un mix prédominamment renouvelable. C'est la clé pour être capable d'aller vers cette neutralité carbone pérenne. Sans vouloir jouer un joker, à l'horizon 2030 en Europe, encore un peu difficile à dire pour la bonne raison qu'il y a aujourd'hui en Europe des incertitudes très fortes sur la vitesse à laquelle les acteurs vont être capables de déployer des capacités de renouvelables suffisantes et des puits de stockage de CO2 suffisants. Et on a malheureusement là 2 goulots qui sont majeurs, auxquels notamment tout le secteur hydrogène se frotte. Donc pour ce qui nous concerne, on est en train d'accélérer sur le développement de projets d'investissement de grande taille sur les 2 voies. J'ai envie de dire, bien malin encore aujourd'hui, celui qui est capable de dire lesquels vont être capables d'aller le plus rapidement possible. Et puis après, comme je disais déjà précédemment, il y a intrinsèquement une différence de coût entre les 2 filières. Elle est pour des raisons claires et justes. Et là, c'est aux régulateurs de les compenser pour les faire jouer sur un tableau qui soit compétitif. Voilà, je ne peux pas vraiment en dire plus à ce stade. Bonjour, Florence Mazot, PP2R. J'ai peut-être loupé l'information parce que je suis arrivée un peu en retard. C'est quoi l'objectif de
l'hydrogène en termes de part par rapport aux autres énergies, disons en 2030 et en 2050 peut-être. Je ne sais pas s'il y a des chiffres. Et deuxième question, c'était quand vous parlez de renouvelables par rapport à la première question, le nucléaire dans ça, enfin, parce que si on dit que le renouvelable n'est pas 100% de l'hydrogène, si l'hydrogène n'est pas vert, au sens renouvelable ou nucléaire, quel est l'intérêt de faire de l'hydrogène? C'est peut-être un peu... Merci Florence. Pour vous répondre sur... il y a deux questions. Donc la première sur la part en termes de projection. Ce qui a été présenté au tout début, c'est plutôt quand est-ce que la solution hydrogène va faire sens et dans quel cas d'usage elle va faire sens. Ce qui fait que c'est assez difficile aujourd'hui de prédire la projection de ces usages à échéance 2050, etc. On va plutôt se concentrer sur des usages avec des longues distances parcourues ou une forte consommation du véhicule, ce qui a été présenté et qui est disponible dans le livre blanc sur le camion hydrogène, toutes les infos détaillées. Et ensuite sur ce mix, c'est vrai que pour le démarrage, en tout cas c'est notre cas, en région Occitanie, on va avoir des infrastructures qui vont être créées pour produire cet hydrogène à partir de sites qui utilisent de l'électrolyse. Mais pour des raisons économiques, on va préférer se raccorder sur le réseau d'électricité dont le mix est décarboné aujourd'hui, mais en utilisant des contrats d'achat, des PPA, des green PPA, et des garanties d'origine électrique renouvelable pour justifier de ce caractère renouvelable. C'est vrai que c'est aujourd'hui la solution qu'on met en avant. Et en ce moment même, il y a des échanges au niveau européen pour intégrer ce qu'ils appellent un principe d'additionnalité et d'ajouter à chaque nouvelle unité de production d'hydrogène un équivalent dans un pas de temps et en termes de puissance renouvelable ajouté. Mais ça fait l'objet d'échanges en tripartite entre le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et le Parlement pour justement fixer les conditions de ce principe d'additionnalité et voir dans quelle mesure aussi le mix, en tout cas français, puisse être intégré et la capture de CO2 également puisse être intégrée dedans et dans quelles conditions. Voilà, on ne peut pas en dire plus dans le détail car c'est encore en construction. Donc voilà. Et peut-être juste un complément rapide pour ceux qui découvrent davantage le monde de l'hydrogène. Je pense qu'il est important d'avoir en tête qu'à l'horizon 2050, on estime que 20% des besoins énergétiques mondiaux seront assurés à partir d'hydrogène. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'on n'est pas capable de décarboner nos sociétés sans l'hydrogène, en particulier pour tous les usages les plus difficiles à décarboner. La raison pour laquelle je le dis, c'est que là, aujourd'hui, on a parlé de camions, du monde de la logistique. Ce secteur va bénéficier de tous les investissements hydrogène qui vont être faits pour décarboner l'industrie d'un côté, décarboner l'aérien, le maritime, sous diverses formes. Donc on a vraiment cet effet de densification et à un moment donné, on va avoir une accélération qui va permettre de faire basculer le monde du transport routier, j'ai envie de dire, en l'espace de quelques années. Alors, pour compléter également, effectivement, faire de l'hydrogène, si c'est pas pour décarboner, on contredit nos prémices. Donc, à l'arrivée, effectivement, il faut qu'on puisse. Le sujet pour nous, c'est vraiment la décarbonation du transport et s'inscrire dans tous les engagements qui ont été pris et dans nos propres engagements de net zéro. Donc, il faut décarboner, il faut utiliser de l'hydrogène qui permet de le faire. Après, dans le contexte de l'appropriation et des décisions réglementaires qui sont prises et qui permettent de faire jouer les mécanismes incitatifs fiscaux, mais l'enjeu majeur, c'est effectivement de réduire l'empreinte carbone. Le deuxième point, ou l'autre point, je ne sais plus dans quels ordres il était pris, sur la part de l'hydrogène dans le transport. Alors, il faut distinguer plusieurs sortes de transports. On voit l'électrique avancer assez vite et l'enjeu majeur pour nous, c'est l'usage sur lequel l'électrique sera extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et pour nous, c'est le secteur de la mobilité longue distance qui représente vraiment, à cause de son caractère intensif, à cause du poids, de la charge utile, de l'importance de ça, à cause de la recharge hors domicile, mais hors base, qui doit se faire de jalonnement, font que l'hydrogène est une solution de référence qui va se retrouver de façon extrêmement utile et qui est une pièce essentielle du dispositif parce que l'électrique aura du mal à répondre aux besoins des clients. Et notre vision, c'est que à long terme, à 2050, on aura l'hydrogène est capable de représenter la moitié des usages de longue distance en attendant, à condition qu'on ait relevé chacun les défis qu'on évoquait tout à l'heure et qui font l'objet de tous nos engagements.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous 5. Je pense qu'il mérite vos applaudissements. Et Valérie, je te laisse le mot de la conclusion. Merci à tous. On espère que cette conférence vous aura éclairé. On a beaucoup parlé de coopération, de collaboration, d'écosystème. Le gros avantage, c'est que les entreprises qui sont adhérentes à France Supply Chain, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des chargeurs et des transporteurs. Et effectivement, nous sommes intimement convaincus que pour faire accélérer les transformations, à commencer par l'hydrogène, il ne pourra y avoir que des collaborations entre les différents acteurs. Merci pour vos interventions. À très bientôt.